Hello, 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 comment allez-vous? Bienvenue sur ce nouveau live du 2 juin. On est déjà en juin, c'est incroyable comme le temps passe vite. Eh bien écoutez, installez-vous confortablement. Amis développeurs et développeuses de tout poil, bien le bonjour. Installez-vous confortablement aussi. Vibe Coders, puisque ça va être le sujet du jour, installez-vous aussi. On va parler un petit peu de ça aujourd'hui, mais déjà, je vais saluer un petit peu tout le monde là qui est dans le chat. Il y a quand même pas mal de monde déjà. Salut Fixou, salut Goose, salut Nislab, TM Square, bienvenue. Vibeplay, donc qui est le premier message sur le chat, bienvenue à toi. Excellente semaine aussi. Salut Anne-Vue, ça fait un petit moment et en plus t'es même pas en retard. C'est top. Epsidev, pareil, premier message, bienvenue à toi, installe-toi confortablement. Salut Ribos, Giligier, Nida, dont j'ai parlé de son Twitch la semaine dernière, FlashBios FR, Amenobis50, Anthony Q, et il y a encore tout plein de monde, Fabstock, il y a qui, Itazurio, bienvenue à toi, René, alias Sugla, enfin bref, bienvenue à toutes et à tous. Écoutez, nouvelle semaine, nouveau sujet, comme d'habitude. Cette fois-ci, je vais parler d'un sujet qui est très 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 à la mode, puisqu'on va parler du vibe coding. Et au-delà du vibe coding, j'aimerais parler du codage plutôt assisté par l'IA. Alors le vibe coding en tant que tel, c'est un sujet qui est assez intéressant. Parce que ça nous amène à nous poser pas mal de questions sur ce que l'on faisait avant, sur le métier qu'on exerce aujourd'hui, et aussi comment on va l'exercer demain. Et très concrètement, encore une fois, je ne vais pas arriver dans ce live avec des réponses toutes faites. J'ai un peu mon avis sur le sujet que je vais vous partager. Certains le connaissent déjà un petit peu, plus ou moins. J'essaie d'éviter d'avoir un avis trop tranché sur le sujet. En revanche, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement intéressant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en mutation sur notre marché aujourd'hui, sur le marché du dev. Et la façon dont on réalise un petit peu nos projets perso déjà, et les projets pro évidemment. Alors Nida qui me dit, Ponceto, tu as vu ce qu'a relevé Sax ce matin? Non, pas du tout, j'ai pas vu. Je veux bien que tu partages le lien éventuellement dans le chat, merci. Et donc, je le disais, c'est un sujet qui est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont en mutation. Merci Nida, je vais aller prendre ce lien, je vais le coller quelque part. Hop, alors, il me dit, alors, Sax qui dit, j'ai codé et expédié une application en 3 jours avec l'IA, elle a été piratée 2 fois. Ouais, je vais parler de ce genre de choses. J'ai un exemple qui est assez concret, qui rejoint exactement ce genre de choses. Merci Nida. Donc, comme je le disais, je voulais démarrer ce live. Alors au début, je voulais pas forcément parler de vibe coding pour la simple et bonne raison parce que j'avais un autre sujet en tête. Et puis il y a mon ami Henri Gomes, je le salue au passage. Salut Henri, je te fais plein de bisous, qui m'a partagé un article qui est assez intéressant que je vais vous partager à l'écran, qui est un article. Hop, on va mettre ça en plein écran et je vous partage ça, qui est un article qui est apparu sur développer.com. Et bizarrement, après que Henri me l'ait partagé, cet article est apparu dans une liste de liens comme par hasard. Et donc le PDG d'Anthropic qui prévient une hécatombe des travailleurs du savoir à cause de l'IA. Alors, il dit assistons-nous au grand remplacement des salariés de bureau par l'IA. Alors, des salariés de bureau au sens large du terme, c'est-à-dire tous les gens qui ont un travail qui potentiellement est un travail de bureau dans le tertiaire, que ce soit des codeurs, des codeuses ou pas du tout, d'autres types d'emplois. Et donc, je vous partagerai comme d'habitude le lien dans la description. Hein, mais donc, le PDG d'Anthropic parle de la révolution qui arrive parce que lui, en tout cas son entreprise ainsi que d'autres entreprises travaillent très 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 fortement aujourd'hui sur le fait d'améliorer les modèles d'IA pour justement arriver à nous rendre beaucoup plus efficaces sur notre travail de bureau et au-delà même de nous remplacer sur un très grand nombre de tâches. Alors, je ne sais pas si quelle est la part de bullshit ou de part de communication dans ce genre de message ou versus la réalité. Ça, c'est toujours difficile à dire parce que comme OpenAI, comme Anthropic et comme plein d'autres, et on peut citer aussi Musk dans ses grands jours,
ont tendance à faire des annonces fracassantes. Ça permet aussi de faire beaucoup de communication et d'amener aussi pas mal les projecteurs sur l'entreprise et de créer une sorte d'effet boule de neige. Donc c'est toujours difficile de savoir quelle est la part du réel versus la part du bullshit ou la part de réalité par rapport à tout ça. Voilà. Donc en tout cas, ça laisse à se poser pas mal de questions parce que on voit depuis quelques années maintenant, depuis trois bonnes années, que l'IA a vraiment pénétré notre quotidien en termes de développeurs et de développeuses. Beaucoup d'outils sont apparus qui sont des outils de productivité de code qui nous permettent d'avoir de la complétion beaucoup plus intelligente dans notre IDE, mais pas que, mais aussi de la production de code qui va nous permettre de produire du code de façon plus rapide, plus efficace. Alors, à voir où est-ce qu'on positionne le niveau d'efficacité sur le sujet. Est-ce que l'efficacité, c'était qu'une question de rapidité ou est-ce que l'efficacité inclut aussi la qualité? C'est un sujet qu'on va aborder un petit peu tout à l'heure. Et en tout cas, on voit que avant on avait les complétions syntaxiques très classiques, alors dans du JavaScript, du C++, tout ce que vous voulez, ce que Microsoft appelait notamment dans ses éditeurs l'IntelliSense, c'est-à-dire voilà, ça va nous compléter le code avec ce qui semble le plus probable, mais sans forme réellement d'intelligence, c'est-à-dire sans de prise en compte du contexte du code. Là, on a quand même des outils de complétion de code que je vais qualifier d'un peu de troisième génération qui arrivent avec une compréhension certaine du contexte du code qui est autour de ce que l'on cherche à compléter et qui permettent parfois donc de compliquer non pas une ligne de code, mais tout un pan entier d'une fonction, par exemple pour venir compléter un petit peu ce que l'on a en tête. Donc il suffit soit d'avoir exprimé un petit peu auparavant ce que l'on cherche à faire, et puis l'IDE va interroger le LLM et nous produire un code qui semble probable de ce que l'on souhaite faire, soit évidemment on prompte directement dans l'assistant. Alors ça peut être GitHub Copilot, ça peut être d'autres assistants, on peut parler aussi de Cursor par exemple, qui est l'éditeur qui est un petit peu à la mode en ce moment, et donc d'arriver à prompter en disant bah voilà, dans cette fonction je cherche à faire ceci, et ça va nous produire toute une partie du code. Alors, ça, c'est vraiment ce que j'appelle le développeur, la développeuse augmentée par l'IA, qui permet d'être plus rapide, plus efficace sur son code au quotidien, mais c'est pas réellement du vibe coding. Le vibe coding, c'est un mouvement qui est légèrement différent et qui permet, on va dire, si je résume très simplement, de pouvoir créer du code sans avoir forcément de connaissances particulières dans le monde du développement logiciel, voilà, très clairement, et en ne s'appuyant que sur des outils d'IA et sans modifier, entre guillemets, le code qui est produit. C'est-à-dire, on va s'occuper simplement de converser avec son LLM et d'itérer jusqu'à arriver à une certaine forme de code, on va dire, réalisable, voilà, clairement, qui fonctionne, en tout cas, qui sur, comme vous connaissez l'expression, qui sur ma machine, ça marche. Et comme dit EpsiDev, sans relire le code. Je ne sais pas si c'est sans relire le code, mais en tout cas, si c'est quelqu'un qui fait du vibe coding et qui n'a effectivement aucune connaissance en code, relire le code ou pas ne lui apportera pas beaucoup plus d'informations que ça pour savoir si le code est vraiment de bonne qualité. Alors, de bonne qualité typographique, c'est-à-dire de bonne qualité de comment est écrit le code, est-ce qu'il était bien conçu? Ou pire que ça, est-ce que le code est de bonne qualité parce qu'il est exempt, par exemple, de failles de sécurité? Ça, c'est un vrai sujet. Alors, pour revenir un petit peu aux fondamentaux, le vibe coding, c'est un terme qui a été inventé très récemment, et c'est marrant parce que j'avais l'impression que ce terme était là depuis assez longtemps, au moins depuis 2-3 ans, mais pas du tout. Donc ça a été inventé par Andrzej Karpathy. Donc Andrzej Karpathy, c'est le monsieur dont je vous affiche la photo ici. C'est un développeur, c'est un ingénieur qui est assez connu maintenant puisqu'il a travaillé pour Tesla sur la partie IA, donc conduite autonome. Il a travaillé pour OpenAI, donc c'est quelqu'un qui est parti de chez OpenAI, qui est revenu chez OpenAI, qui est reparti de chez OpenAI. En tout cas, allez lire sa biographie, je vous partagerai aussi le lien dans la description de la vidéo, qui sera mise sur YouTube cet après-midi. C'est quelqu'un d'assez intéressant et plutôt très intelligent. Et donc c'est un développeur qui est à moitié canadien et à moitié tchécoslovaque puisqu'il est né à Bratislava. Et évidemment, quand on pense Bratislava, on pense à...
Voilà, désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Et donc, c'est lui qui a inventé ce terme de vibe coding. Et le vibe coding, en fait, ça remonte à il y a à peu près 3 ans, où à l'époque, il faisait des expérimentations en se disant, avec les modèles d'IA de l'époque, et quand je dis de l'époque, ça remonte pas il y a 20 ans, ça remonte à il y a 3 ans, est-ce que je suis capable de converser avec mon IDE pour produire un programme complet? Voilà. Et donc il a fait ça et il a utilisé il a parlé directement avec son IDE donc à la voix. Il utilisait notamment de mémoire Whisper pour faire la conversion donc de la voix vers le texte. Et ensuite, l'IDE comprenait tout ça, enfin l'IDE, son modèle de LLM, pardon, et donc lui générait du code. Et donc, il est arrivé à des premières expérimentations qui étaient assez satisfaisantes et sur lesquelles il a pu montrer qu'il était possible, aujourd'hui, simplement de pouvoir converser avec son ordinateur et de produire du code et un programme qui globalement fonctionne. Alors évidemment, les technologies d'il y a 3 ans ne sont pas celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, force est de constater que les modèles ont énormément progressé. D'ailleurs, j'en parlais ces 2-3 dernières années. Au début, faire du code avec des modèles un peu génériques ou même certains modèles spécialisés, les résultats étaient plutôt perfectibles. Je vais dire ça comme ça. Ces derniers mois, les modèles ont vraiment énormément progressé et on arrive à un niveau de production de code qui commence à devenir relativement intéressant. J'ai fait beaucoup d'expérimentations dans différents langages, en JS, en TS, en C++, en Rust plus récemment, et ça fonctionne globalement pas mal. Et je dis bien globalement, ça veut dire que ça ne fonctionne pas tout du premier coup. Il faut itérer, il y a aussi une problématique avec ces outils où le LLM en lui-même parfois ne garde pas assez de contexte ou oublie ce qu'on a fait peut-être 10 minutes auparavant. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, j'en reviens à Andrej. Donc, c'est lui qui, très récemment, donc en février, apparemment, février dernier, a inventé ce terme de vibe coding pour décrire toute personne sans connaissance particulière dans le développement logiciel qui est capable donc de produire un logiciel simplement en utilisant un LLM ou plusieurs LLM ou un éditeur de code, mais simplement en utilisant la partie LLM, par exemple typiquement Cursor, pour produire donc un projet. Et ça ouvre la voie à beaucoup de choses, et notamment à la question de est-ce que demain, le fait de maîtriser le code, de maîtriser l'ingénierie logicielle en tant que telle, est-ce que c'est un vrai sujet pour nous? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va faire que le métier de développeur tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'on le connaît, va peut-être disparaître, peut-être au profit de personnes moins compétentes sur l'ingénierie logicielle, mais qui savent très bien manipuler ces outils de LLM? C'est une vraie question. Et alors, je voudrais juste, avant d'aller plus loin, évidemment, là, je parle d'Andrej Karpathy et donc un peu du point de détail du vibe coding. Il y a 2-3 exemples que je vais montrer juste après. Et c'est marrant parce que ça rejoint une vidéo qu'a faite Benjamin Code, que vous connaissez très certainement, il y a 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, sur le sujet, que j'ai regardé d'ailleurs ce matin, alors que j'avais préparé mon live hier. Et globalement, on va reprendre à peu près les mêmes exemples. Donc, Benjamin, merci beaucoup pour ta vidéo. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, je ne vais pas trop détailler un des exemples que je vais prendre. Je vous encourage à aller voir la vidéo de Benjamin, que je vous affiche d'ailleurs ici. Donc, il a fait une vidéo ici sur le vibe coding. Je vous donnerai l'adresse et le lien aussi dans la description. Vous pourrez aller la voir. Et lui, il approche dans sa vidéo, il a une approche qui est un petit peu différente de la mienne, évidemment, et on n'adresse pas le sujet de la même façon, mais en tout cas, je pense que ça peut être un très très bon complément à dont je vous parle aujourd'hui. Et donc, tout ça pour dire que il y a quelques années, certains et certaines d'entre vous le savent, j'ai eu un gros passage à vide il y a 5 ans. Voilà, j'ai fait bon petit burn-out des familles, on va dire. Et j'avais écrit un article de blog sur mon blog que je vous partage d'ailleurs à l'écran, hop, ici. Je fais partie d'une espèce menacée d'extinction. Alors, je ne vais pas vous spoiler l'article. Si vous voulez le lire, vous aurez le lien évidemment pour aller le lire. Et là, je faisais un constat après mon passage à vide de l'ingénierie, l'industrie logicielle telle qu'elle existait à l'époque et
comment je la vivais à ce moment-là et comment je prévoyais de ressentir le futur tel qu'il arrivait avec tous ces outils qui arrivent, c'est-à-dire avec un petit peu la perte de sens, la perte de confiance par rapport à tout ce dont je savais et qui finalement était potentiellement mise en danger par rapport à tous ces nouveaux outils, ces nouvelles façons de faire qui arrivaient. Et voilà, donc j'ai écrit donc cet article que je vous encourage à aller lire, et dans la foulée, j'en ai écrit un second qui, à mon sens, qui rejoint beaucoup plus ce dont on parle aujourd'hui, que j'ai intitulé «L'alignement de l'esprit importe plus que celui du code», dans lequel c'est un article justement qui faisait suite à mon article précédent, dans lequel j'essayais de mettre un petit peu une perspective de qu'est-ce qu'allait devenir le métier de développeur et de développeuse dans le futur, notamment avec tous les outils qui arrivent, et j'ai surligné un petit paragraphe que j'avais écrit, et je pense qu'il a plutôt bien vieilli ce paragraphe, dans lequel je dis: si l'on pousse la réflexion encore plus loin, peut-on considérer que l'activité même de développement logiciel est hautement automatisable? Oui, effectivement, se poser la question, et on voit qu'aujourd'hui, elle commence à le devenir. Certains acteurs semblent suggérer au travers de ce que l'on appelle désormais le no-code, c'est-à-dire l'assemblage par tout à chacun, de plus souvent de façon graphique, de briques élémentaires, génériques et prêtes à l'emploi. Le métier même de développeur pourrait donc changer de signification en quelques années. Il y aurait, et ceux qui conçoivent les briques et ceux qui les assemblent, deux typologies de développeurs, deux salles, deux ambiances. En poussant un peu plus loin, c'est là que ça devient intéressant dans ce que je disais, en poussant un peu plus loin le bouchon, nous pourrions aussi imaginer qu'une intelligence artificielle, et je mettais des gros guillemets, se chargerait de réaliser toute ou partie de ses tâches, tout simplement en le lui demandant. Nous serions alors définitivement devenus obsolètes. Eh bien, écoutez, je trouve que finalement ce paragraphe est plutôt intéressant parce que j'ai quand même le sentiment qu'il a plutôt bien vieilli ce paragraphe, et je pense que j'ai pressenti un petit peu cette arrivée de l'IA, puisqu'on en parlait beaucoup, très très peu à l'époque, il y a 5 ans. Et on voit qu'aujourd'hui, il est illusoire de se dire je vais coder tout à fait, enfin je vais coder sans l'IA, ou en tout cas de mettre ses œillères et de dire je ne veux pas entendre parler de l'IA. C'est évident que ce sont des outils qu'il faut acquérir et qu'il faut amener dans sa toolbox. Et je pense très clairement que les personnes qui ne vont pas y passer seront des personnes qui resteront sur le carreau. En revanche, ça ne veut pas dire que le métier de développeur en lui-même va disparaître, et je pense que de plus en plus on va aller vers du développement, comme je le disais, avec un petit peu de vitesse. C'est-à-dire les personnes qui seront plutôt des personnes de type vibe coder, c'est-à-dire sans compétences ou de connaissances particulières sur le sujet, et les personnes très expertes dans le domaine du développement logiciel, sur lesquelles ils vont s'appuyer sur ces outils pour pouvoir produire du code avec un bon niveau de connaissance, et donc produire du code de qualité. Pour en revenir au vibe coding, pardon, le vibe coding, là, on est vraiment dans l'état où les gens ne connaissent pas grand-chose. Alors, je vais vous montrer deux exemples, donc, dont un des exemples est traité dans la vidéo de Benjamin. Il y a l'exemple du fameux Léo, que je ne sais pas, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux, notamment X, où à un moment donné, je vous affiche ça, hop, voilà. Léo qui dit que son SaaS a été construit uniquement avec Cursor, avec zéro code écrit à la main, et que c'est plus un assistant, son éditeur, que c'est vraiment celui qui construit le code. Et bref, il a commencé donc à lancer une tech comme ça sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous suivez un petit peu son compte, vous irez voir un petit peu à se moquer des développeurs traditionnels. Oui, mais regardez, moi, en quelques heures, quelques jours, j'ai créé une application complète, alors que vous, il vous faut des semaines et des semaines. Donc, bref. Après, il a lancé son SaaS en prod, et évidemment, il a fait un peu le kéké. Il a montré en disant oui, regardez, moi, j'ai lancé mon SaaS, j'ai déjà 10 clients avec $200 de MRR, donc le monthly recurrent revenue, donc le revenu mensuel récurrent, simplement en ayant codé mon application, mon SaaS avec Cursor. Donc là, il a continué un petit peu plus dans sa tech, en n'étant pas très sympa finalement avec la communauté des devs. Et comme on le sait bien, la nature aime le karma. Et évidemment, il y a des gens à qui ça n'a pas plu, et donc ils ont commencé à aller voir son SaaS. Et quelle ne fut pas sa surprise?
ouh là là, hey guys, I'm under attack. Oh là là, grosse surprise, couille, qu'entends-je, dans quelle étagère? Eh ben oui, il s'est fait attaquer. Et en fait, il s'est fait attaquer, et le fait est, c'est que son SaaS qui était purement vibe codé, était bourré de failles de sécurité qui ont été complètement exploitées, c'est-à-dire des personnes avaient accès à sa base de données, d'autres personnes pouvaient injecter des données ou récupérer des données un petit peu sensibles, comme le dit Ribos dans le chat, mais qui aurait pu prédire? Ben, évidemment, à faire le kéké, eh ben, on se retrouve dans une situation où des gens potentiellement pas très bien intentionnés vont essayer donc de trouer le projet, et c'est exactement ce qui est arrivé. Et donc, il a essayé donc de corriger son projet, mais au fur et à mesure qu'il corrigeait son projet avec son éditeur, comme je le rappelle tout à l'heure, je le disais, l'éditeur garde peu de contexte finalement de ce qu'on a fait avec lui. Il garde, on pourra lui dire, souviens-toi de ce qu'on a fait il y a 2 semaines. Bah, l'éditeur, Cursor, ne va pas s'en souvenir. Et donc, en corrigeant certaines parties, ce qui s'est passé, c'est que d'autres parties se sont mis à ne plus du tout fonctionner. Et ça a été un gros problème pour lui. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. J'arrive sur le dernier tweet qu'il a fait. Bon, bah les gars, j'arrête mon appli. Cursor, il est en train de casser toutes les autres parties du code au lieu de les corriger. Je corrige quelque chose à droite, ça me pète à gauche, etc., etc. Et donc, ce qui est assez amusant, dans sa conclusion aussi, c'est que il a commencé à dire non mais en fait c'est pas tant la faute au vibe coding, c'est la faute aux gens qui sont méchants sur les internets qui viennent casser son application. Eh mon gars, t'as chaud au con, le karma est arrivé, tu t'es pris un revers, basta, l'affaire est pliée. Donc évidemment, ça c'est un exemple dans lequel les gens ont se sont clairement sentis beaucoup plus forts qu'ils n'étaient. Le fameux effet de Dunning-Kruger que vous connaissez et que vous retrouverez d'ailleurs dans mon article. Je fais partie d'une espèce menacée d'extinction. Et évidemment, il n'a pas du tout anticipé le fait que, évidemment, lorsqu'on vibe-code une application, typiquement un SaaS qu'on va mettre en production sur le web, eh ben, il se peut qu'il y ait des failles de sécurité, des choses qui sont mal implémentées par le LLM, et parfois même, le LLM va utiliser des bibliothèques qui sont connues pour être complètement trouées, voire même il va utiliser des bibliothèques qui sont connues comme étant des bibliothèques malicieuses. Et oui, ce sont des choses qui arrivent, parce que le LLM ne va pas faire une analyse intelligente des choses. Il va sortir des choses du code qui lui semblent le plus probable pour arriver à son objectif. En revanche, vous le savez, dès que vous mettez un produit sur le web, bah, qu'est-ce qui se passe? Les pirates s'en donnent à cœur joie. Et ça, c'est l'enfer. J'ai le dit aussi, c'est aussi toutes les bibliothèques qui sont obsolètes. Et d'ailleurs, j'ai une autre petite anecdote sur le sujet. Je vais vous partager juste après. Donc, c'est intéressant de voir en tout cas que ça a permis à quelqu'un qui ne connaissait pas du tout le code de pouvoir créer un SaaS de zéro. Bon, le fait est qu'il s'y est un petit peu mal pris, il s'est un petit peu senti pousser des ailes, et il a oublié un petit peu les précautions d'usage de quand on met quelque chose en prod, il faut quand même le faire auditer pour être sûr qu'on n'a pas de faille de sécurité. C'est quand même la base. Vibe code ou pas vibe code d'ailleurs. Sur un autre exemple de ce type, j'ai un collègue qui s'appelle Arthur, et je lui fais des bisous au passage, qui nous a webcodé, qui n'est pas un développeur pour le coup, qui nous a webcodé une petite application en interne pour chez nous, qui est extrêmement pratique. Il l'a fait directement avec Cursor, je crois, et puis d'autres LLM, et il n'a pas écrit une seule ligne de code, c'est-à-dire il a utilisé son LLM pour produire la petite application et l'a déployée entre guillemets en prod pour pouvoir nous la mettre à disposition. Et ça, je trouve que c'était plutôt assez intéressant, parce que ça a permis de montrer que quelqu'un, alors Arthur n'est pas quelqu'un de noob dans la partie IA, au contraire, puisque c'est sa spécialité, toute la partie IA. C'est quelqu'un qui gère tous les aspects IA chez nous dans notre entreprise. Et donc, il a tenté de créer une application de zéro sans être développeur pour nous la mettre à disposition. Et ce qui est intéressant dans cette expérimentation, c'est qu'il est arrivé très très vite à un résultat qui était globalement convaincant, et qu'ensuite on a pu reprendre pour pouvoir l'industrialiser et le mettre entre guillemets réellement en prod. Parce que le fait est, c'est qu'en regardant le code qui avait été généré par le LLM,
par son éditeur, en fait, on s'est rendu compte, et comme on le mettait, comme on le disait tout à l'heure dans le chat, ça utilisait pas mal de bibliothèques qui étaient obsolètes, et parfois obsolètes depuis longtemps. Certaines bibliothèques qui étaient obsolètes, d'autres qui étaient, on va dire, perfectibles peut-être d'un point de vue de sécurité, etc. Pour autant, ça a permis d'arriver à une petite application qui, ensuite, on a pu récupérer et l'industrialiser pour la mettre en prod. Donc évidemment, on a fait toute une repasse derrière de revue de code qui a été faite par mon tech lead Nicolas, et donc de pouvoir la mettre entre guillemets aux normes de ce que l'on peut attendre aujourd'hui d'une entreprise dans le domaine du web. Donc ça, c'est intéressant. Alors, Moustiche Unleash s'est dit, c'est quoi l'applicatif en question? C'est un tout petit applicatif, c'est un truc, c'est un outil tout bête. Je ne vais pas en parler ici parce que c'est pas le sujet, mais qui est très pratique pour les gens d'entreprise au quotidien. Et en fait, ça montre surtout que l'aspect vibe coding, dans ce cas-là, permettait de partir de l'idée et de se dire, sans connaissance, compétence particulière sur le sujet, d'arriver à quelque chose en disant, voilà ce que je veux. Voilà, j'ai déjà fait globalement 50% du travail. Ça, c'est assez intéressant. Il y a un autre exemple aussi, alors comme dit Epsidev, oui, c'est pour faire un POC rapidement, oui, pour faire un POC ou pour faire vraiment un produit presque mettable en prod, quasiment, mais évidemment, sous réserve que on sait à peu près ce qu'on fait et qu'on le shoot pas comme ça en prod sans trop se poser de questions. Voilà. Il y a aussi un autre exemple, vous avez dû en entendre parler, c'est celui de Nico Zulo, qui est quelqu'un qui travaille chez Doctolib, et je vais vous afficher ça à l'écran, et donc qui a créé une sorte de simulateur de combat aérien directement et complètement en vibe coding. Donc il a demandé à son LLM, qui est Claude, je crois, c'était Claude Sonnet 3.7, voilà, c'est écrit sur le tweet, donc de lui créer un simulateur de combat aérien donc, qui permettait donc d'afficher un avion en prenant en compte la gestion de la physique, tout ça, etc. Et donc après plusieurs itérations, il est arrivé à quelque chose qui est globalement convaincant, donc représentation d'un espace en 3D, des avions, des arbres, tout ça, etc. Et d'avoir un simulateur qui globalement fonctionne, qui est devenu un simulateur multijoueur, si je vous affiche ici. Donc, il le met, alors vous irez voir un petit peu son compte, c'est assez intéressant parce que il est vraiment arrivé à quelque chose, enfin il est parti d'une expérimentation arrivé à quelque chose qui est globalement convaincant, et en fait ça a amené carrément une nouvelle classe d'utilisateurs, des gens qui étaient intéressés par ça parce qu'ils trouvaient l'expérience intéressante, et c'est surtout qu'il a focusé sa réflexion sur le gameplay. Alors, je ne sais pas du tout ce que vaut le code, je ne suis pas allé voir le code, je ne sais même pas d'ailleurs s'ils sont en open source, j'en sais rien du tout. Le fait est, c'est qu'on voit sur son fil Twitter X qu'il y a eu beaucoup d'itérations, il a eu des itérations sur lesquelles il a travaillé beaucoup sur l'optimisation, donc de l'affichage du monde, de la simulation des combats, etc. Donc ça lui a permis donc d'arriver à ce projet qui est intéressant et qui a eu un petit peu qui a fait un petit peu le buzz, on va dire, sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Je ne sais pas si aujourd'hui le buzz est retombé réellement, mais à un moment donné, il y a même des gens qui ont sponsoré, donc qui ont payé de l'argent pour qu'ils puissent continuer sur le projet, l'héberger, tout ça, etc. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Donc vous voyez, ces deux exemples d'approche du vibe coding qui peuvent montrer que si on ne prend pas les précautions nécessaires, on envoie quelque chose en prod, on fait le kéké, on se fait trouer et puis ça devient une catastrophe complète. Et l'autre approche qui permet de dire, ok, j'ai fait du vibe code, donc sans écrire vraiment une seule ligne de code, et ça m'a permis d'arriver à quelque chose qui est fonctionnel. Alors comme le disait Nida au-dessus, c'est une forme de POC, c'est une forme de brouillon de code, parce que évidemment, je ne sais pas si le simulateur de combat aérien est pérenne dans le temps, en termes de maintenabilité du code, et je pense, sans trop m'avancer, que tel quel, je ne le crois pas, parce que d'après les expérimentations que moi j'ai pu faire en termes de vibe coding, que ce soit en Rust, en TypeScript, en JavaScript, en C++, etc., le code qui est généré, vraiment, c'est pas encore ça. C'est du code qui fonctionne, globalement. Par contre, il y a plein de corner cases, il y a plein de façons, plein d'endroits où le code est conçu de telle manière que le code est fortement couplé, alors qu'on sait très bien que les bonnes pratiques dans le dev, on évite de faire du code fortement couplé, il est peu maintenable, il n'exploite pas forcément des expressions très idiomatiques du langage, ça peut être que ce soit en Python ou en Rust, etc. Donc parfois, il y a des choses qui sont quand même nettement perfectibles. Pour autant,
ça permet d'arriver à du code qui fonctionne. Donc, la vraie question, c'est demain, est-ce que ça va nous remplacer? Je ne crois pas que le vibe coding va nous remplacer tel quel. Pour autant, si on revient sur l'article dont je vous parlais tout à l'heure en début de live, c'est en fait ce qu'on voit, c'est que les personnes qui n'ont pas de compétences extrêmement particulières sur le sujet, ça va être finalement plus un frein à leur entrée sur le marché qu'un accélérateur, parce que évidemment on va plutôt utiliser des gens qui ont de très bonnes connaissances pour sortir des produits de qualité avec des outils qui vont leur permettre d'aller plus vite. Voilà, tout simplement. Et je pense que les gens qui vont rentrer sur le marché là, maintenant ou dans les années à venir, et qui n'ont pas de compétences particulières, alors qu'il y a des outils de codage assistés par l'IA qui arrivent, vont peut-être se retrouver sur le banc de touche. Et je pense notamment aux gens qui étaient en situation de reconversion, par exemple, sur lequel il leur manque quelques compétences ou connaissances sur certains sujets, ou des gens qui s'orientent dès maintenant dans le métier de la tech, qui rentrent dans des formations d'école d'ingénieur, par exemple, sur la tech, entre maintenant et dans 5 ans, ils vont pas connaître le même monde. Ils rentrent dans leur école d'ingénieur maintenant avec une photo de ce qu'est le monde de la tech aujourd'hui. Demain, ils en sortiront avec quelque chose qui aura peut-être fortement bougé et sur lequel on viendra peut-être pas forcément chercher les compétences ou les connaissances qu'ils ont. Alors, je dis pas que c'est ce qui va se passer. Je pense que c'est en partie ce qui va se passer. Ou en tout cas, arriver, comme je le disais dans mon article, à avoir deux vitesses, c'est-à-dire des devs avec suffisamment de compétences et de connaissances pour utiliser des outils très fortement orientés IA et d'assistance de génération de code qui va leur permettre de produire du code assez rapidement, du code popcorn, si j'ose dire. Donc, c'est-à-dire du code qu'on va pouvoir sortir sans forcément de désir de maintenabilité, de qualité, tout ça, etc. Et des gens avec un très gros niveau d'expérience et d'expertise qui vont aller travailler sur des sujets beaucoup plus poussés sur lesquels on cherche vraiment une véritable expertise et une véritable connaissance des problématiques de sécurité, des problématiques de performance. Je pense notamment dans l'aéronautique. Je doute que demain, on produise du code de calculateur de bord d'un avion directement en faisant du vibe code. Pour autant, je pense que ces outils vont être utilisés dans l'aéronautique pour aider les développeurs à produire du code, mais aussi faire de la revue de code automatisée, etc. En revanche, c'est toujours les développeurs qui vont continuer à travailler sur ces sujets parce que c'est des choses qui sont tellement sensibles que la moindre erreur peut tuer des gens, très clairement. Ou en tout cas, par exemple, si on va travailler dans des endroits où la performance pure est très importante, ça va nécessiter d'avoir des connaissances et des compétences extrêmement particulières et sur lesquelles on peut être secondé par l'IA pour produire du code un peu plus rapide, en tout cas un squelette de code pour produire très rapidement un POC, pour produire assez rapidement quelque chose qui fonctionne et ensuite qui va permettre de bootstrapper un projet très clairement, et ensuite donc d'aller vers quelque chose qui va être repris par un humain pour aller ensuite au-delà vers un très bon niveau de qualité. Donc, il y a Hardcoded qui dit « Le marché est mort en ce moment, à moins d'accepter des salaires ridicules ». Alors, le marché, il est bloqué. Je ne sais pas si c'est la faute de l'IA ou à cause de l'IA, je ne sais pas. Le fait est, c'est que le marché est bloqué. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce qui se passe en France et dans le monde, en termes géopolitiques, en termes économiques, etc., tout est bloqué partout. Ça, je te le concède. Donc voilà, et il y a Anton Mapton qui dit ouais ben justement on parle de ça, passer les tests est une chose, avoir un vrai socle pérenne en est une autre. Non, oui. D'ailleurs on voit de plus en plus sur le passage de tests techniques dans les entreprises. Il y a eu une période où on faisait passer beaucoup de tests techniques, parfois on faisait même venir des gens pendant une demi-journée dans une entreprise pour faire passer des tests, etc. C'est quelque chose qui est entre guillemets passé de mode. On voit que de toute façon, faire passer des tests à distance, ça n'a plus de sens parce que les gens utilisent des outils, ChatGPT ou autres, pour coder à leur place. Donc forcément, ça n'a plus trop de sens, à moins d'avoir la personne vraiment à côté d'elle. Et en fait, ce qui compte surtout, c'est sa connaissance et sa compétence qu'elle connaît, des technos qu'elle connaît, de la façon de coder, de la façon de détecter qu'une chose est plutôt bien faite ou plutôt mal faite, etc. Donc, voilà, donc je pense que en tout cas, il y a Psydev qui dit j'ai trouvé un job comme dev en CDI avant de finir mes études. Pourtant, ça reste possible, mais il faut sortir du lot. Absolument, absolument, il faut sortir du lot. Et sortir du lot, ça nécessite d'acquérir un grand nombre de connaissances et de compétences sur des sujets assez pointus sur lesquels l'IA va nous aider. Et pourquoi pas, demain, simplement, comme l'a fait Andrej au début, de dire
J'ai beau être expert en dev, je peux très bien vibe coder complètement une application parce que je sais où je veux aller. Je veux exprimer à la voix ou à l'écrit à mon LLM en disant que voilà ce que je veux coder et je veux y aller comme ci, comme ci, comme ça, en passant étape par étape et sans écrire une ligne de code. C'est tout à fait possible, mais ça nécessite effectivement une vision assez claire et affûtée de ce que l'on souhaite faire et de comment on souhaite le construire. Parce que produire du code, c'est facile. Produire du code, n'importe quel LLM aujourd'hui est capable de le faire, et d'ailleurs n'importe quel IDE est capable de le faire de façon assez simple. Par contre, avoir une bonne structuration de sa pensée pour produire du code de façon relativement modulaire, en séparant vraiment les éléments qui ont besoin d'être séparés, en créant vraiment des interfaces, etc. Qu'on le fasse avec un LLM ou qu'on le fasse à l'écrit, ça reste une façon de penser et c'est pas quelque chose qui devient inné. Voilà. Après, je lisais tout à l'heure, je remonte un petit peu dans le chat, quelqu'un qui me disait pourquoi est-ce qu'on cherche à générer du code et pas directement du bytecode JVM ou autre. Ça, c'est Moustiche Onolish qui pose la question. C'est assez intéressant parce que je pense que l'avenir du code, c'est-à-dire que demain, du code produit complètement par l'LM n'aurait plus forcément besoin par cette phase intermédiaire de code que nous puissions comprendre. C'est-à-dire que demain, il n'est pas inenvisageable de penser que des LLM vont pouvoir se parler et se parler directement dans leur propre langue. Il y a déjà des expérimentations sur le sujet où des LLM créent leur propre langue, leur propre façon de communiquer et que demain, elles puissent produire directement du code machine ou du bytecode, c'est-à-dire une forme directement exécutable, plutôt que de passer par une forme intermédiaire qui est le code en C, en C++, en Rust, en ce que vous voulez. Voilà. Je pense que, d'ailleurs, les LLM sont d'ores et déjà capables de le faire. C'est juste qu'aujourd'hui, on produit du code à destination des humains et non pas à destination des machines. Et ça, c'est ça le vrai sujet. Et ça pose un vrai problème demain. C'est-à-dire que le code qui aurait été produit par une machine et directement en code machine ou en bytecode, quelle est sa part d'auditabilité? Le problème, c'est que auditer ce type de code, à moins d'avoir un autre LLM pour aller auditer ce type de code, devient extrêmement compliqué pour le regard humain de dire ce code est fiable ou ce code n'est pas fiable. Et voilà, donc en fait, c'est pas tant un sujet de produire directement du code machine ou d'une impossibilité de le faire, c'est surtout qu'en fait, aujourd'hui, on produit du code avec des LLM à destination avant tout des humains et non pas des machines. Voilà. En tout cas, c'est mon point sur le sujet. Donc en tout cas, on arrive bientôt au terme de ce live. Donc juste pour résumer, je pense qu'on vit une période qui est assez intéressante sur le fait que le marché est en train de pivoter de l'avant LLM à l'après LLM, entre guillemets. Et je trouve que si on ne s'y intéresse pas d'ores et déjà aujourd'hui, on risque d'être largué. C'est-à-dire que demain, les personnes qui ne vont pas grandir avec ces nouveaux outils, c'est-à-dire apprendre à les utiliser et surtout les comprendre, vont se retrouver de toute façon sur le bord du chemin. Ça, c'est évident. Après, est-ce que c'est quelque chose qui me fait rêver ? D'un point de vue personnel, non. D'ailleurs, j'en parle dans mes articles. C'est pas quelque chose qui me fait rêver en tant que tel. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait kiffer dans la production du code, c'est pas d'être rapide, efficace, etc. C'est d'écrire du code, c'est-à-dire de résoudre une problématique, de l'exprimer sous forme de code et donc de produire un logiciel de cette manière. Est-ce que demain, je prendrai beaucoup de plaisir à vibe coder une application ou en partie la vibe coder? C'est clair que non. D'ailleurs, aujourd'hui, je continue, mais ça, c'est peut-être parce que je suis un ancien, à écrire beaucoup de code à la main. J'utilise de temps à autre un LLM, parfois pour bootstrapper une appli, parfois surtout dans une techno que je ne connais pas, ou bootstrapper une appli. C'est un gain de temps. Ça permet d'avoir un boilerplate, d'avoir un template de projet, et après de pouvoir venir le compléter. Mais j'utilise assez rarement pendant ma production de code les LLM pour produire tout ou partie de mon code. Mais ça, c'est parce que c'est ma façon de travailler et je dis pas qu'elle est bonne. En tout cas, c'est la façon d'avant et je pense que quelque part, ça va devenir, en tout cas pour les plus jeunes d'entre nous qui arrivent sur le marché, ils vont se dire, mais là, les anciens, mais ils écrivaient du code à la main, vous vous rendez compte, comme on pourrait dire aujourd'hui, mais les anciens, vous vous rendez compte, ils écrivaient avec un stylo et du papier. C'est un peu la même chose, je vois ça un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a cette révolution technologique qu'il faut appréhender et qu'aujourd'hui, force est de constater, on utilise moins le papier et le stylo et plus les outils numériques.
Et je pense que pour les LLM, que ce soit Vibecode ou du code assisté par l'IA, ça va être pareil. Il va falloir s'adapter à ces outils au risque de rester au bord du chemin, c'est évident. Après, il y a ceux qui peuvent le faire, ceux qui ont les bonnes connaissances pour pouvoir progresser et donc montrer qu'ils ont des compétences extrêmement particulières et recherchées sur certains sujets. Et d'autres qui seront plus dans la difficulté parce que au final, ils n'arrivent pas comment je dirais, à activer un petit peu ce levier pour aller plus loin et ils resteront forcément au bord du chemin. Voilà. Voilà en tout cas pour le sujet que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais comme d'habitude vous partager tous les liens dans la description de la vidéo qui sera sur YouTube cet après-midi. N'hésitez pas en tout cas à m'envoyer dès que vos commentaires, soit en DM ou autre, ou à les commenter directement sous la vidéo quand elle le sera. C'est toujours des sujets qui sont extrêmement intéressants. Il y a plein de visions différentes sur ce sujet du code assisté par l'IA et du vibe coding en général. Il y a plein de vidéos, plein de gens qui s'expriment sur le sujet, beaucoup d'articles. On sent qu'on vit une forme de changement de paradigme sur le marché. Et je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, ça seul l'avenir nous le dira. En tout cas, je vois qu'on s'oriente de plus en plus vers ce type d'outillage, ça c'est évident. Après, ça ne restera pas sans poser des problèmes dans le futur, parce que, comme on en a parlé tout à l'heure, quid de la sécurité, quid de l'auditabilité, d'avoir suffisamment de recul sur la tech pour pouvoir dire, oh là, attention, le LLM, il m'envoie dans un corner, quelque part, et on voit bien que le code est troué, et ça marche pas. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à commenter, et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça se passe par ici, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vais préparer le raid pour aller sur le live de Titi Moby, donc on va aller chez l'ami Thierry, comme d'habitude. Allez, /raid, Titi... Pardon, /raid Titi Moby, voilà. On va aller sur son live tranquillement, hop, et puis je ne sais pas ce que nous a prévu aujourd'hui Thierry, on va aller découvrir ça ensemble. Bon, en tout cas, j'espère que le sujet vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à partager tout ça, c'est super intéressant tous ces sujets. Encore une fois, la semaine prochaine, on se retrouve comme d'habitude le lundi pour un nouveau sujet. Je ne sais pas encore lequel. Finalement, j'avais une idée, mais peut-être qu'elle a changé. On verra bien. Ce sera en fonction de l'envie du moment. Je lance le raid là tranquillement. On va partir chez l'ami Thierry. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous fais évidemment plein de bisous. À ciao. Bye bye. Qu'est-ce qui se passe ?